Mass FM. Massinion en live, par vous, pour vous. Bonjour à tous. Alors cette semaine, Richa Kher et moi-même, Ralia Benania, avons assisté à des conférences plutôt intéressantes. En effet, Ralia, des professionnels nous ont rejoints au lycée Louis Massignon tout au long de cette semaine, du 22 au 26 janvier, pour familiariser nos élèves au thème de la santé et de la prévention sous forme de plusieurs ateliers et conférences. Oui, et nous avons aussi eu la chance d'assister à une conférence sur les comportements à risque animée par Madame Boutaina Raissi. Les comportements à risque sont, je vous le rappelle, tous les comportements entraînant des conséquences négatives. Nous avons vu que l'addiction en faisait partie puisqu'il s'agit de l'incapacité à arrêter de consommer quelque chose en dépit des connaissances de ses effets néfastes. Celle-ci est causée par une souffrance intérieure et par le désir d'exister chez l'adolescent ou le jeune adulte. Ces substances apaisent leur douleur et leur font ressentir quelque chose. En effet, Richa, l'addiction est également caractérisée par plusieurs stades. Elle commence par le plaisir. La première fois qu'un individu touche à une certaine substance, le cerveau garde une empreinte du plaisir ressenti, ce qui lui pousse à recommencer et l'addiction commence. Pour reprendre ce que tu dis, Ralia, le cycle de l'addiction est caractérisé au départ par un usage récréatif et occasionnel, suivi d'un usage nocif qui devient de l'addiction. Ensuite, vient une phase de sevrage et d'abstinence, des fois suivie d'une rechute. Et scientifiquement, tout ceci est causé par une libération de dopamine accentuée qui provoque un effet de plaisir et d'appétence. Lorsque la quantité de dopamine baisse, le besoin de consommer se ressent chez les addicts. Pour revenir au général, Ralia, les comportements à risque ont plusieurs dimensions, sociales, cognitives et psychiques. Oui, Richa, ils sont caractérisés par de nombreuses raisons. La recherche de sensations, la réactivité émotionnelle, l'hyperactivité, le déficit attentionnel et bien d'autres. C'est exact, Ralia. Pour finir, je vous rappelle que l'addiction est quelque chose de très dangereux et que de nombreux moyens de prévention sont élaborés pour y lutter. Merci pour ce mot de fin, Richa. Maintenant, nous accueillons mademoiselle Kenza Missa, élève du lycée Louis Massignon, qui était présente lors de cet atelier. Oui, nous allons lui poser quelques questions sur ce qu'elle a pensé de cet atelier et ce qu'il lui a apporté. Bonjour Kenza. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter? donc, je m'appelle Kenza Missa, je suis en classe de seconde 3 et je suis élève du lycée français international Louis Massignon. Que pensez-vous du concept de la semaine de la santé ? Je trouve que c'est un concept très intéressant qui permet d'instruire énormément d'élèves à divers âges. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cet atelier? J'ai retenu qu'il y avait diverses addictions, différentes étapes, différents stades. Il y avait énormément de termes scientifiques, mais ils étaient bien expliqués. J'ai pu ajouter à mes connaissances qu'il y a plusieurs dimensions de comportement à risque et plusieurs raisons, et c'est aussi un comportement très dangereux. Pensez-vous qu'il a permis à des personnes de se remettre en question ? Il faut savoir que les ateliers de la semaine de la santé sont destinés à une tranche d'âge précise, et j'ai trouvé que les comportements à risque Était bien adapté. exactement étaient bien adaptés à cette tranche d'âge, la seconde. D'accord, et si vous devriez proposer des ateliers pour l'année prochaine, quels seraient-ils? Je trouvais que les ateliers sont très divers et sont destinés à une tranche d'âge adaptée. De plus, l'année dernière, je peux participer à un atelier concernant les gestes de premier secours où nous avons pu effectuer des activités manuelles. Donc, je trouve que celui des comportements à risque était court. Donc, je peux donc proposer des ateliers plus axés sur l'alimentation équilibrée, les dangers des régimes, car c'est un sujet qui touche énormément les jeunes, et aussi plus d'activités manuelles, puisque je trouve ça plus ludique pour les élèves. Merci Kenza pour cette interview. Nous accueillons maintenant Hichem Benyounes qui va nous faire un dossier de presse sur la procrastination. Bonjour Hichem. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que la procrastination ? La procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. Le retardataire chronique, appelé procrastinateur, n'arrive pas à se mettre au travail, surtout lorsque cela ne lui procure pas de satisfaction immédiate. Être un retardataire chronique ne signifie pas ne rien faire. Au contraire, le sujet peut être pris d'une véritable frénésie d'activité. Aller faire les courses, entamer un grand ménage de printemps, repeindre les volets, prendre des nouvelles de la grand-mère, faire de l'ordonnance informatique. Tant que celle-ci ne possède aucun rapport avec la tâche problématique, ainsi, voilà 7 raisons pour lesquelles vous remettez tout au lendemain. Premier point, parce qu'il y a toujours quelque chose pour vous distraire. Mais à quoi doit-on une telle explosion de la remise à plus tard ? Pour le psychologue, la raison est simple. Elle prend la forme d'un iPad, d'une télé, d'une console de jeu, d'un lecteur DVD, ça dépend des cas. En clair, la technologie nous distrait et nous empêche d'être efficaces. Deuxième point, parce que certaines choses n'ont pas tellement d'importance. La troisième raison, parce que vous pensez que les petites choses peuvent se régler en 1 minute. Comme on l'a vu, les tâches que l'on remet à plus tard sont souvent les moins importantes. Pour cette raison, on a tendance à penser qu'elles ne seront pas longues à remplir, et donc on pourra s'en occuper au dernier moment.
La quatrième raison est parce que vous êtes tout simplement né comme ça. D'après une étude publiée dans la revue Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, les procrastinateurs, une tribu qui compte de nouveaux membres chaque jour, seraient probablement aussi sujets à des problèmes de self-control, d'entrain et de concentration. Il est 20h, vous êtes sur votre canapé avec la prunelle de vos yeux et vous décidez de regarder un film. Au choix, une comédie qui ne paye pas de mine mais vous permettra de vider votre pot de Nutella en rigolant à gorge déployée, ou une palme d'or un peu lente, un peu intellectuelle sur les bords et qu'il fait bon mentionner dans les dîners. Pour le site Online College, le choix est vite fait. C'est le gros truc franchouillard, même un peu nul, qui emportera votre faveur quoi qu'il arrive. Le sixième motif, parce que vous manquez peut-être d'un peu de confiance en vous. Un lien logique, en somme, les personnes ayant le moins confiance en elles auraient tendance à se montrer défaitistes et donc à remettre leurs tâches à plus tard par peur de les rater. Enfin, la septième raison est parce que vous comptez trop sur les autres. On croit tous qu'avoir une tierce personne pour nous épauler dans nos projets nous aiderait à travailler, perdre du poids, écrire son autobiographie. Ainsi, comment vaincre la procrastination ? La technique Pomodoro, ce qui signifie tomate en italien, mais désigne ici un gadget bien connu. Un minuteur, souvent en forme de tomate, utilisé surtout pour la cuisine, qui permet par exemple de calculer le temps nécessaire pour faire cuire des œufs à la coque. Cette technique a été imaginée par l'entrepreneur Francesco Cirillo pendant les années 80, alors qu'il était encore étudiant. L'adepte de la Pomodoro va se tenir à des périodes de travail de 25 minutes, mesurées par le minuteur, dont la sonnerie l'invertira de la fin de la session. Pendant ce laps de temps, il ne fera attention à rien d'autre qu'à la tâche en cours. 25 minutes, ce n'est pas long. Une fois les 25 minutes terminées, on peut se récompenser. Par exemple, en allant sur les réseaux sociaux ou en surfant sur le web. Activité que l'on s'est interdit pendant la période de travail, selon le site Lifehacker. Il peut y avoir environ 5 minutes de repos entre chaque séance de Pomodoro et 15 à 30 minutes de pause toutes les 4 sessions environ. Si l'on suit sérieusement la méthode, il faut tenir un journal ou un X marque chacune des fois où l'on tenu le Pomodoro, autrement dit qu'on s'est concentré 25 minutes sans interruption. Merci Hichem, nous accueillons maintenant Emin Youbi et Memoun Denoun qui vont nous présenter un article sur la malnutrition. Bonjour. Bonjour. J'aimerais aborder un sujet qui n'a pas été assez mis en avant durant cette semaine de la santé. Le sucre. En effet, la majorité des personnes à consommer du sucre sont inconsciemment victimes d'une dépendance. Pour aider toutes ces personnes dépendantes au sucre, voilà le résultat des plus étonnants après avoir arrêté la consommation au sucre. Tout d'abord, on peut remarquer un net changement au niveau de la peau. En effet, la peau devient plus claire et plus douce au toucher. D'après un article d'une journaliste anonyme par de lepoint.fr, 80% des personnes ayant arrêté le sucre subissent moins de sautes d'humeur, c'est-à-dire qu'ils ont moins de changements subits d'humeur. La journaliste en question, ayant arrêté le sucre, dit même que les aliments ont maintenant bien plus de goût et qu'elle a l'impression qu'ils sont bien plus bons qu'avant. Elle dit être plus heureuse, plus réactive et plus ouverte d'esprit. J'aimerais dire que ce point est extrêmement important car c'est une période de croissance pour tous les gens au lycée et au collège et qu'ils devraient tester ces remèdes. Merci Mamoun, j'aimerais rajouter que récemment aux États-Unis, certains experts en santé et en nutrition suggèrent la mise en place d'une taxe sur la malbouffe pour lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires. En effet, la plupart des aliments sur notre table sont transformés, c'est-à-dire qu'ils sont passés par un processus industriel, tandis que notre consommation de produits sains baisse. On sait très bien qu'une alimentation riche en matières grasses provoque une prise de poids et cause des problèmes cardiovasculaires, notamment des conséquences négatives sur la santé mentale, jusqu'à provoquer la dépression. C'est en tout cas ce que révèle une récente étude de l'Université de Louisiane. La malbouffe serait pour certains responsable de ces chiffres alarmants. 8 millions d'obèses, plus de 2 millions de diabétiques et 25% des cancers sont liés à une mauvaise alimentation. Quand on aime les légumes, le repas devient vite un régal de produits transformés. Il s'agit de produits simples, fabriqués essentiellement avec des aliments naturels, auxquels on a ajouté du sel, du sucre ou d'autres substances. Le but est de prolonger la durée de consommation de l'aliment et modifier ses caractéristiques. Quant aux produits ultra transformés, ce sont des produits alimentaires et des boissons dont la fabrication comporte plusieurs étapes et techniques de transformation.
Le but est de créer des aliments et boissons avec une longue durée de vie, pas cher, facile à utiliser, agréable au goût, comme des confiseries, crèmes glacées et bien d'autres. L'excès de gras, par exemple, augmente directement le risque des maladies cardiovasculaires, comme je l'ai dit précédemment. Le cholestérol bouche les artères et peut provoquer un infarctus. Pourtant, une étude sur 5 présente un taux de cholestérol sanguin. Le surpoids et l'obésité découlent directement de cette malbouffe. Obésité est un des principaux facteurs de risque de cancer. Les statistiques nous montrent qu'en 25 ans, les taux de cancer ont doublé. Voilà, merci. Merci Amine, merci Mamoun pour cet article sur la malnutrition.